Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de Sous la robe. Je suis très heureuse de vous recevoir, Clarisse Serre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande pénaliste connue pour des choses liées à votre profession et d'autres un peu moins. Vous avez été conseillère technique sur les séries Engrenage et 66.5. Mais surtout, vous avez commencé à exercer à Paris, notamment auprès de Jacqueline Lafont et de Pierre Haïk. Et vous avez décidé en 2013 de vous installer à Bobigny. Vous avez en début d'année sorti un roman, un livre en tout cas, une œuvre, que vous avez décidé d'écrire à la suite d'une affaire et qui parle du statut compliqué du repenti en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Mais effectivement, c'est mon deuxième livre, L'avocate et le repenti. Et je suis assez contente par votre présentation parce que vous avez commencé à dire que c'était un roman, alors qu'en fait, c'est pas un roman. Ça a toutes les apparences du roman, puisque j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de retours sur ce livre. Et des gens m'ont dit, on s'y prend, on croirait une histoire. Et puis au fur et à mesure du temps, au fil de la lecture, on se rend compte que c'est pas du tout un roman, mais c'est un témoignage. Donc je suis très contente parce que je suis une grande amatrice de polar depuis de très nombreuses années. Ensuite, je suis très contente parce que j'ai eu la chance d'avoir été démarchée par la maison d'édition Sonatine qui m'a permis de publier mon premier livre, puis ce second livre. Et c'est toujours une maison dont l'ADN, c'est le polar. Et donc, c'est assez curieux finalement d'écrire un deuxième livre sous forme de témoignage, dont certains se l'accaparent en disant c'est entre un mix entre la fiction et la réalité. Quand on connaît pas du tout le milieu judiciaire, on pourrait croire qu'on nous raconte une histoire et donc un vrai roman. Et en fait, c'est une vraie histoire. Est-ce que c'est pas un peu ça la vie d'un avocat, rencontrer des personnages, vivre ou avoir connaissance d'histoires qui, pour l'extérieur, parfois relèvent de la fiction? Exactement, on est entre la limite entre la fiction et la réalité. Quand on est avocat pénaliste, évidemment, on est sur la réalité puisqu'on va défendre des gens, personnes physiques ou personnes physiques représentant des personnes morales. Donc on est dans la réalité, mais ils sont dans certains cas amenés à nous raconter des histoires qui dépassent de prime abord l'imaginaire collectif. Ce qui fait qu'on peut vite basculer en disant mais c'est une fiction que je suis en train de lire dans un dossier, alors qu'en fait c'est la réalité. Et d'ailleurs, quand on lit des livres, parfois on se dit mais les auteurs ont une très grande imagination, ils ont pour écrire un tel livre forcément vécu ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des auteurs, ils n'ont pas besoin d'être confrontés à la réalité, ils ont un tel imaginaire qu'ils écrivent. Donc c'est vrai que ce livre, ça m'a permis d'écrire une histoire, mais qui est une vraie histoire, et en même temps, ça m'a permis de dénoncer un système, puisque au-delà de la légèreté, j'ai surtout voulu dénoncer un système qui fonctionne mal en France. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes l'avocate de quelqu'un qui a eu besoin à un moment donné de bénéficier de ce régime de protection. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous l'avez rencontré et dans les grandes lignes, à Ouais. quoi vous avez été confrontée? En fait, c'est une histoire assez folle du début jusqu'à la fin. Elle est folle au début dans la rencontre. C'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui finalement, de ce que j'ai compris, a fait un peu un casting d'avocat. Il s'est beaucoup renseigné sur les réseaux sociaux, sur ce qui avait pu être publié. Il avait eu un avocat qui pouvait plus s'occuper de lui, et donc il choisissait une avocate en tous les cas, en l'occurrence moi. Et donc la première rencontre qu'on a eue, c'est assez loufoque, puisqu'il a pris contact avec mon cabinet, et comme tous les avocats, on a proposé au cabinet un rendez-vous, et il a dit « je ne peux pas me déplacer ». Or, dans l'activité qui est la mienne de pénaliste, la clientèle est soit détenue, soit libre, et quand ils sont détenus, évidemment, ils ne peuvent pas se déplacer, et c'est nous qui devons aller au premier rendez-vous, au contact. Or, là, on lui a tout de suite dit, pour venir voir Maître Serre, pas de difficulté, et il a dit « mais je ne suis pas détenu, je suis libre, mais je ne peux pas me déplacer ». Donc c'est ça qui a aussi été un peu, ça a suscité ma curiosité. Je l'ai rappelé et il m'a dit « si vous acceptez de venir me voir, quelqu'un va prendre rendez-vous avec vous puisque je suis dans un protocole, je ne peux pas venir à votre cabinet ». Et c'est comme ça que la première rencontre s'est faite. Je la raconte dans l'histoire parce qu'elle est complètement incroyable, cette première rencontre. Et là, je l'ai rencontré et puis il a effectivement eu besoin de moi et l'histoire est devenue loufoque et par la première rencontre et puis par tout ce qu'on a connu puisque je pensais que ça serait mon dossier le plus facile à gérer. Il avait décidé de parler dans un système de protection et donc, en principe, quand quelqu'un se met à parler, il est plutôt bienvenu dans le système judiciaire. Et puis, les choses se sont pas du tout passées comme ça. On a été confronté à de vrais obstacles jusqu'au jour où il a été exclu du programme. Et là,
On s'est retrouvés seuls, lui et moi, devant l'institution judiciaire, devant l'institution administrative, et les choses ont vraiment été très inquiétantes pour lui et par ricochet également pour moi. On a beaucoup d'images du repenti qui vient principalement des séries, des films américains. On a l'impression enfin en tout cas le grand public peut avoir l'impression que ce régime est très cadré. En réalité, en France, il a l'air d'être relativement récent, avec beaucoup de flou et des difficultés d'application extrêmement fortes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce régime? Alors, vous pointez du doigt exactement toute la complexité. Le régime est apparu très tardivement en France, puisqu'il est apparu par une loi de 2004. Il a fallu attendre 10 ans pour avoir un décret d'application, donc 2014. Quand j'ai été contactée par ce monsieur, il est rentré dans le programme en 2018, ce qui vous montre la jeunesse du programme, puisque décret d'application 2014-2018. C'était le début. Exactement, on sait peu de choses, en tous les cas sur le nombre de gens qui y sont intégrés. On n'a pas vraiment de chiffres officiels. Il semblerait qu'il y en ait eu 42 qui soient rentrés dedans en comprenant leur famille, ce qui fait très peu de personnes. Depuis 2014. Depuis 2014, ce qui fait très peu de personnes. Là, avec la loi narcotrafic, qui va être remodifiée, mais pareil, la loi a changé, mais le décret, à l'heure où je vous parle, n'a pas été pris. Donc, est-ce qu'il va être pris rapidement? Est-ce qu'il va falloir encore attendre 10 ans? Ce qui montre la difficulté d'appréhension de ce système de repenti en France. Et puis vous compariez en disant, c'est vrai qu'il existe aux États-Unis, il existe aussi en Italie, il existe dans d'autres pays européens. En France, je pense qu'il y a aussi une difficulté des mentalités, c'est-à-dire comment consacrer la parole, comment consacrer aussi à ceux qui veulent parler, les protéger. Ce qui fait qu'à la différence des films américains, où on a au début l'idée on est rentré dans un système, on est H24 encadré de policiers, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en France. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un moment d'évaluation psychologique, d'adapter la personne à son nouveau système. Donc, elle est, entre guillemets, vue pendant quelques semaines. Et puis après, ils mettent un protocole qui fait que la personne va changer d'environnement, va, dans le cas du mien, changer de nom, va partir avec lui, sa femme et ses 3 enfants. Et puis, l'idée, c'est qu'il soit dans une nouvelle vie, mais qu'ils ne soient pas encadrés H24 par des policiers. Ils sont encadrés par des policiers quand ils sont convoqués judiciairement. D'accord. Ils étaient aussi encadrés quand moi je les rencontrais. Mais au quotidien, vous pourriez le rencontrer au coin de la rue sans savoir que c'est un repenti. L'idée, c'est que sur un certain nombre d'années, de manière dégressive, on va les aider financièrement, on va les aider à retrouver un emploi, on va les aider à faire des formations, on va les aider à recréer une nouvelle vie, ce que j'appelle à recréer une légende. Donc, on en est quand même au balbutiement, à la fois pour ceux qui doivent les encadrer, à la fois aussi pour ceux qui doivent créer des légendes. Je crois que ça marche très bien en ce qui concerne la DGSI et pour tout ce qui est justement le milieu de l'espionnage. Mais cette phase-là, c'est encore une phase d'apprentissage. Je crois que vous l'accompagnez encore, en tout cas quand vous écrivez ce livre, vous l'accompagnez encore. Dans votre livre, vous expliquez que vous avez été surprise des difficultés que vous avez rencontrées à tous les stades. J'ai l'impression que les choses ont été un véritable combat. Est-ce que vous avez de l'espoir pour l'amélioration de ce régime, notamment parce que le narcotrafic fait beaucoup parler en ce moment et qu'il y a eu tout un tas de réflexions et de commissions sur le sujet, et notamment sur ce sujet-là? Ou est-ce que vous pensez, et on l'entendait presque dans votre réponse tout à l'heure, que en fait ce problème de mentalité en France lié à la personne de la balance ou du collabo, ou enfin voilà, fait qu'on va encore rester longtemps dans un entre-deux, d'une certaine manière? Alors malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour répondre à vos pertinentes questions. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai fait le choix d'écrire, c'est pour dénoncer un système. J'aurais pu ne pas écrire ce qui s'est passé, et je crois que si je ne l'avais pas fait, finalement, très peu de gens étaient au courant. D'abord, avant d'accepter de le défendre, j'avais défendu déjà un repenti uniquement judiciaire, mais je m'étais déjà rendu compte à l'époque que peu de gens savaient que repenti existait en France. Ensuite, quand j'ai été confrontée à ce qui s'est passé autour de moi, Peu de professionnels, ce que vous voulez peu de dire. professionnels et même des gens qui s'intéressent à la justice D'accord. pensaient que c'était effectivement que à l'américaine.
Et puis, quand le procès est arrivé de l'évasion de Réau, des confrères m'ont contacté en disant: «On a appris que tu étais dans ce dossier, que tu défendais celui qui était la balance. Tu devrais te retirer de ce dossier, c'est beaucoup de risques, tu vas D'accord, il y avoir avait une des ennuis». appréhension. Il y avait une appréhension. Et moi, j'ai dit aux gens: «Je ne le fais pas parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je le défends déjà depuis 2018 et donc je ne vais pas l'abandonner maintenant, sinon il fallait pas accepter de le défendre». Donc, je me suis déjà rendu compte que même mes confrères, donc des avocats, étaient aussi inquiets pour moi. Ensuite, écrire ce livre, ça permet aussi de dénoncer un système et de bousculer les choses. Je vous le disais à l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ce que j'espère vraiment, c'est que les choses vont changer. La loi, c'est la nouvelle loi en tous les cas, veut inciter les gens à parler. Je crois que la démonstration montre que c'est pas parce qu'on fait de loi que les choses changent immédiatement. Il y a un rapport dans le temps qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont faites a posteriori. On se rend compte qu'il y a un vide juridique et on crée une loi. Et puis il y a des choses, il n'y a pas de vide juridique parce que personne ne s'en est jamais rendu compte, mais on se dit qu'il faudrait légiférer. Là, on légifère. Le problème, c'est de savoir dans quel délai va être pris le décret. Et puis surtout, c'est les mentalités. On reste quand même dans notre culture juridique française très imprégné de ce qui s'est passé historiquement, c'est-à-dire que de balancer, c'est-à-dire de trahir, c'est trahir aussi pour des mauvaises raisons. Et je fais référence évidemment à ce qui s'est passé au moment de la Résistance, où on s'est dit que balancer, c'était pour des mauvaises raisons. Là, dans l'idée de repenti français, ça pourrait marcher en disant que c'est des bonnes raisons de trahir, mais est-ce que c'est des bonnes raisons quand on trahit quelqu'un avec qui on a partagé un quotidien? Donc c'est aussi par rapport à sa propre image personnelle. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que dans cette nouvelle loi, ce qui me marque beaucoup, c'est le mot qu'on a choisi. On ne parle plus du tout de repenti, on a changé le mot, on l'appelait collaborateur de justice. Moi, je pense que c'est pas un bon choix qui a été fait de choisir collaborateur. J'en ai parlé avec des gens qui me disent repenti, c'était de connotation religieuse, peut-être, mais je pense que c'était un mot, vous l'avez dit tout à l'heure, en disant balance. Déjà, en cours de promenade, on dit de quelqu'un qui parle, t'es une balance. Repenti, vous pouvez pas dire t'es le re. Repenti, c'était beaucoup plus neutre. Collaborateur de justice, ça va se transformer, tu es un collabo. Et même des gens, les jeunes qui ignorent notre histoire, ça va avoir une Ça va les connotation renvoyer, bien sûr. négative et ça va pas être incitatif. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai travail pédagogique. La chance du mien dans ce que j'écris dans le livre, justement, c'est qu'il n'appartenait pas à un milieu mafioso. Il était de l'extérieur, il est devenu ami avec quelqu'un qui était décrit comme étant de la mafia, et quand il en est sorti, il pouvait rebondir. La difficulté pour le narcotrafic, c'est que par exemple des jeunes de quartier, que ce soit des quartiers 93 ou quartiers des Bouches-du-Rhône, pour ne pas le citer Marseille, c'est qu'ils sont vraiment imprégnés dans ce milieu-là. Donc s'ils décident d'être exclus de ce milieu-là, ça veut dire qu'ils vont couper avec le milieu dans lequel ils ont vécu. Leur famille, Leur famille, leurs amis, le quartier, leur culture. leur culture. Et donc, c'est vraiment un choix. Il faut aussi avoir une preuve de maturité, de se dire et quel est l'avenir qui va être un avenir incertain, c'est-à-dire de repartir à zéro. Donc, au-delà de la loi, il y a aussi une culture, il y a aussi à en parler aux gens et surtout insérer, de dire à quelqu'un de Marseille, pour que ça marche, à mon avis, il faut dire vous êtes délocalisé dans une autre région. Donc, recommencer à zéro, eh bien, tout le monde n'est pas prêt à faire ce choix-là. Plus la connotation que ça peut avoir. Donc, je pense que les mots ont un sens. Les juristes, quels qu'ils soient, que ce soit des avocats, des magistrats, des greffiers, tous les gens qui ont affaire à la justice, on est très attachés aux mots. Moi, je prends beaucoup de stagiaires, souvent ils nous disent, mais quelle est la différence? Pourquoi vous attachez autant d'importance quand on écrit, en parlant de l'avocat général, c'est le procureur de la République? Bien non, ça a vraiment tous les mots ont un sens pour nous. Et souvent, on reproche aux juristes d'être tatillons. Le tatillon, c'est d'être attaché à la sécurité juridique. Et au-delà de la sécurité juridique, c'est la liberté individuelle. Donc les mots ont vraiment un sens. Et je pense que pour que les choses avancent, pour que les mentalités avancent, il faut effectivement qu'on choisisse des mots qui soient pertinents. En ce qui me concerne, vous l'avez évidemment compris, collaborateur de justice n'est pour moi pas le bon mot. C'était pas la bonne idée. On a un moment dans cette émission, et j'aime bien interroger pour l'instant les avocats sur leur rapport à leur robe. Oui. Vous avez derrière vous la vôtre. Je voulais vous demander ce que ça représente pour vous, la robe d'avocat. Très grande fierté. Parce que quand on prête serment d'avocat, on prête serment avec sa robe et c'est la première fois qu'on porte sa robe. Et je le dis souvent, c'est le premier jour du reste de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des anniversaires qui comptent. Il y a évidemment l'anniversaire de naissance, il y a des anniversaires de décès de ceux qui nous ont accompagnés.
des anniversaires de mes enfants, évidemment, pour moi, c'est très important. Mais le premier jour du reste de ma vie professionnelle, c'est le jour où j'ai prêté serment, un 27 février, et c'est le premier jour où j'ai porté ma robe. Donc c'est une très grande fierté. C'est aussi très important, puisqu'il y a des pays où on ne porte plus la robe, parce que ça permet une forme d'égalité entre confrères. C'est-à-dire qu'on peut d'avant voir les chaussures, mais il y a une forme d'égalité. On oublie qui on est. On est des avocats, mais on oublie à titre personnel les origines dont l'on peut avoir. Et ça permet d'assurer une forme d'égalité. Et puis symboliquement, on dit que les avocats c'est un adage qui poursuit 3 robes dans leur vie. C'est ma 3e robe. Mes collaborateurs me disent souvent, Clarisse, il faudrait penser à changer de votre robe parce qu'elle est vraiment cette fois-ci très usée. Et puis je leur dis non, c'est la dernière robe que j'aurai et je partirai avec cette robe-là. Donc celle-ci, j'y suis encore plus attachée que les 2 autres Les que 2 j'ai eues premières. précédemment. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aujourd'hui à un jeune avocat qui démarre? Toujours y croire et jamais rien lâcher. Jacqueline Lafont a dit lors d'une interview qu'elle n'avait jamais regretté de défendre quelqu'un. Est-ce que c'est votre cas aussi? Totalement, d'abord totalement d'accord. Et comment être en désaccord avec Jacqueline Lafont, avec j'ai la chance de travailler avec elle et Pierre Haïk, puisqu'ils ont été tous les 2 mes patrons. Évidemment, on fait ce métier. Faut pas oublier une chose, pénaliste, on ne choisit pas nos clients, c'est eux qui nous choisissent. Et donc c'est déjà un honneur, parce que ça veut dire qu'ils ont confiance en nous. Après, on peut avoir certains désaccords avec des clients, on peut se séparer. Moi, avec la rétrospective de la vie qui a été la mienne, j'ai très peu de clients avec lesquels je suis pas allée au bout. On Vous peut... auriez un exemple? Parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas clair pour les gens. C'est qu'est-ce qui peut amener un avocat à se séparer de son client? Alors, ce qui peut être amené c'est un désaccord. On peut avoir un client qui va vous dire, je veux que vous disiez ça en plaidant. Et là, on n'est pas, le mot va être fort, on n'est pas l'esclave de son client. Quand on prête serment notamment d'exercer notre métier avec indépendance. Et je crois que quand on choisit un avocat, c'est pour avoir un répondant en face, c'est-à-dire quelqu'un qui doit donner des conseils. Et donner des conseils, c'est pas forcément abonder dans la défense de celui que l'on défend. Donc le point de rupture, c'est justement quand on n'est plus d'accord. Il y a un dialogue qui s'instaure, c'est-à-dire que quand on défend quelqu'un au pénal, et particulièrement en défense pénale, à la différence d'une partie civile, puisque ce n'est pas tout à fait le même métier, c'est de dire aussi, voilà ce que l'on vous conseille. Si la personne n'est pas d'accord, on dialogue beaucoup. Le rapport humain est très important pour un pénaliste. On est surtout dans l'humain quasiment au quotidien. Et si on n'est pas d'accord, on en discute. Et au moment de prendre une décision, si vraiment on est totalement désaccord, c'est là où on va se séparer. Parce qu'on va porter la voix de celui que l'on va défendre et on va plaider pour lui. On peut aussi plaider contre son client. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai plaidé contre mon client, mais je le lui ai dit. Il voyait qu'on était à un point de rupture. Et il m'a dit, je ne suis pas capable de dire ce que vous me demandez de dire, mais je suis capable de vous demander de le dire pour moi. Et ça, c'est toute la mission d'un avocat. Vous êtes avocate, vous êtes aussi à la tête, en tout cas associée d'un cabinet. On pourrait dire chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça signifie dans votre métier au quotidien? Comment on gère voilà, alors, donc il y a votre métier, mais aussi la petite entreprise, Voilà. d'une certaine manière, que C'est vous dirigez. ce que j'appelle une boutique. Quand on fait ce métier, en tous les cas, quand je l'ai commencé, même si c'est finalement assez récent et en même temps ça fait beaucoup d'années, ça fait 30 ans, la conception de l'avocat, c'était vraiment au pénal la conception de l'artisan. On exerçait seul. Ça a changé. En tous les cas, moi, je pourrais plus exercer seule. Moi, j'ai la chance d'avoir 3 collaborateurs et j'ai besoin d'eux au quotidien parce que c'est un métier de très grande solitude. On a un jeune confrère que je connaissais pas. J'ai appris hier son décès, Maxime Tessier. Ça m'a beaucoup interrogée. Le suicide, je ne connais pas du tout. J'ai évidemment pas d'avis à porter là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des raisons personnelles? Est-ce qu'il y a des raisons professionnelles? Il a été le porte-parole dans une défense particulièrement difficile. En tous les cas, pour avoir connu aussi un autre suicide d'une consoeur que j'aimais beaucoup, c'est un métier qui est très difficile. Et donc, pendant très nombreuses années, la conception de l'avocat, comme le dessinait Daumier, c'était l'avocat seul derrière sa robe. Je rebondis encore une fois parce que la robe, c'est à la fois une grande fierté, c'est aussi, ça va peut-être vous faire sourire, une forme d'armure. Ça nous protège pas, mais quand on met notre robe, on peut avoir des idées préconçues dans une rue, à l'entrée d'un palais de justice, et quand on met notre robe, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. J'ai toujours senti qu'il se passait quelque chose. On est investi de la défense. Les choses ont changé. Maintenant, on exerce en cabinet.
À Paris, il y a 30 000 avocats, comme vous le savez. Beaucoup sont dans les grandes firmes, comme à l'américaine. Dans le barreau qui est le mien en Seine-Saint-Denis, on doit être entre 600 et 650 avocats en exercice. La plupart exercent en individuel. Moi, j'ai la chance d'exercer dans ce que j'appelle une petite boutique, puisqu'on est 4, ce qui fait que j'ai dû aussi changer mon activité. Moi, j'étais vraiment indépendante, seule, et quand vous êtes à plusieurs, eh ben, il faut gérer une boutique. Il faut évidemment s'assurer que le chiffre d'affaires soit là. Il faut évidemment s'assurer que les collaborateurs soient réglés. Donc, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. En tous les cas, à l'époque, on ne l'apprenait pas. Cette, entre guillemets, d'être petit chef d'entreprise, et il faut l'apprendre. Et c'est vrai que c'est une charge supplémentaire et c'est une charge mentale supplémentaire par rapport au métier d'avocat. Et est-ce que vous le conseillez, malgré tout? Je crois que c'est pas un choix qui est fait. Je peux conseiller d'être pénaliste, mais après, vous avez la chance, en tous les cas, c'est comme ça que je conçois le mien, ma profession. J'ai eu la chance d'exercer seule et j'ai eu la chance aussi d'avoir de plus en plus d'affaires qui fait que je ne peux plus exercer toute seule actuellement. C'est aussi naturel et c'est aussi la maturité qui fait qu'il faut qu'on évolue dans notre métier. On peut plus exercer de la manière différente. Il y a des dossiers que je n'aurais plus forcément envie de plaider maintenant. Et j'ai envie de plaider des dossiers plus complexes, plus difficiles, et il faut être épaulé. Donc ça s'apprend. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend, encore une fois, mais c'est la richesse du métier d'avocat, c'est qu'on apprend tous les jours. Est-ce qu'il y a un concept juridique, une norme qui vous touche particulièrement et que vous pourriez nous expliquer? Il y en a 2. La présomption d'innocence et la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. C'est vraiment, pour moi, cheville au corps que j'ai ça. J'ai envie de vous dire tous les jours. La présomption d'innocence, je me bats, je ne suis évidemment pas la seule, parce qu'elle est battue en brèche tous les jours par les médias. Trop de gens sont condamnés dans les médias, alors que les tribunaux ou les cours d'assises n'ont pas encore statué. La présomption d'innocence, elle me tient aussi particulièrement à cœur à titre individuel, parce qu'elle m'oblige, quand je prends un dossier, et même si je pense que celui qui est en face de moi est coupable, elle m'oblige à raisonner juridiquement et à mettre ma morale de côté. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ma robe d'avocat est vraiment importante. Quand je suis avocate, je raisonne en termes juridiques. Y a-t-il des charges? La personne juridiquement est-il coupable? Il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement moral. J'ai des gens qui ont des comportements extrêmement violents, des comportements extrêmement déviants, des comportements extrêmement interrogeants, qui me renvoient ma propre image. Ça, je dois le garder pour moi. Et cette présomption d'innocence, je dois me l'imposer. Si je ne me l'impose pas pour moi, je ne pourrai pas la transmettre auprès des magistrats. Donc c'est vraiment un principe qui est à cœur pour moi de mon exercice professionnel. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Les avocats pénalistes doivent tous les jours le rappeler. Nous en sommes, c'est effroyable, à plus de 88 000 détenus à l'heure où je vous parle. La plupart de mes clients incarcérés actuellement me disent qu'ils sont incarcérés avec des gens qui partagent leurs cellules et qui ont des matelas au sol, dans des conditions indignes. Vous voyez comme aujourd'hui il fait très beau. J'ai encore vu des gens détenus actuellement dans le nord de la France. Je leur ai dit comment ça se passe. Ils m'ont dit maître, on ne va pas pleurer sur ce qu'on a fait. On sait qu'on doit être en prison, mais on ne respire plus. La nuit, on ne dort plus parce qu'on ne peut pas ouvrir les portes, on ne peut pas créer de courant d'air, on n'a que la fenêtre. Et je dis, vous avez au moins la fenêtre. On dit, maître, on aimerait bien. Mais la nuit, à l'extérieur, il y a des co-détenus qui se mettent à hurler. Il y en a qui écoutent la musique à pas d'heure. Donc on se retrouve entre le bruit et la chaleur. Et donc ça, c'est aujourd'hui beaucoup quelque chose qui me marque de voir que les citoyens disent en permanence, beaucoup d'entre eux, ils méritent d'être là où ils sont. Oui, certains méritent d'être là où ils sont. Mais il ne faut jamais oublier, ça reste des hommes. Sur les 86 000, les 3/4 sont des détenus en attente de jugement. Et il y a la dignité. Et malheureusement aujourd'hui, entre ce qu'on entend sur les hommes politiques qui viennent dire qu'il faut condamner des hommes à l'avance, il y a aussi la dignité à respecter de ces gens-là. On peut dire que le métier d'avocat est un métier de parole. Vous avez écrit un livre. Et paradoxalement, dans ce livre, vous interrogez l'intérêt pour votre client, en l'occurrence, de parler. Vous expliquez très bien que on invite souvent les prévenus, les personnes qui sont mises en cause à parler. Et vous vous demandez, d'ailleurs, je crois que c'est le début de votre ouvrage aussi, si en fait, parler, c'est ce qu'il faut faire pour se protéger. Je voulais vous poser aussi la question parce qu'on a parlé beaucoup de pénal, mais qu'en réalité,
dans le monde de l'entreprise et des affaires, cette question arrive aujourd'hui de manière un peu différente dans le développement des enquêtes internes, dans le développement de la compliance. Ce sujet-là, tout le monde y est confronté. Donc, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on ne parle pas? Comment on s'en sort? Et quelle est votre vision Alors, de tout ça? en fait, il y a deux choses. D'abord, ce que je remarque depuis des années, c'est que le pénal a un temps d'avance sur le droit des affaires. Ça fait sourire parce que souvent, justement, les pénalistes sont les pénalistes durs, j'ai envie de dire, du droit commun. On est des artisans, on est tout seul et donc on se dit qu'on est plutôt en voie de disparition. Et puis, il y a évidemment tout ce qui s'est développé depuis une vingtaine d'années sur le pénal des affaires, avec des multitudes d'avocats, des firmes à l'américaine, et cetera. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les premiers qui sont quand même en en ligne de front, ce sont les pénalistes, classiques. Pour plusieurs raisons. D'abord par rapport, on l'a vu, par rapport au secret professionnel, par rapport ensuite à la bagarre judiciaire, comment un pénaliste. Moi, j'ai connu l'époque, notamment quand j'étais chez Pierre Haïk, où il n'y avait pas du tout de pénal des affaires. Et quand il y a eu des premières affaires, mélangeant affaires et pénal, on est venu chercher des pénalistes parce que la connaissance du pénal permettait de savoir est-ce qu'ils savent plaider, comment on plaide, qu'est-ce qu'on dit. Et là, vous parliez justement, c'est la deuxième chose, la parole. La parole est différente. Pour les pénalistes, elle est essentielle. Nous plaidons tous les jours. Nos confrères qui exercent aussi en droit des affaires, finalement, utilisent très peu la parole. En tous les cas, la parole, ils ne vont pas dans les enceintes judiciaires. Très peu d'entre eux, ils utilisent la parole pour conseiller. Nous utilisons la parole pour convaincre. Convaincre, conseiller. La deuxième chose que vous évoquez, c'est la parole par rapport notamment aux enquêtes internes. Ce qui est intéressant, c'est la transparence. Qu'est-ce que vous en pensez de la transparence? Faut-il être transparent? Voilà. Et la limite de la transparence. Je crois qu'il y a deux domaines qui s'opposent. Il y a, dans le domaine qui est le mien, une volonté de sacrer la parole pour avoir une vérité judiciaire. Et dans les enquêtes internes, justement, la transparence, c'est aussi gage de sécurité juridique. Donc, on en revient toujours, la boucle est bouclée avec la sécurité juridique. Je pense qu'on est en train d'être confronté actuellement et d'affronter une nouvelle étape du monde judiciaire, c'est-à-dire la nécessité de plus de transparence, la nécessité de plus de sécurité juridique. Donc, on est en train de connaître une nouvelle évolution grâce à la parole. Pour finir cette interview, je vais vous poser des questions. Je vous demanderai de répondre du tac au tac, même si je sais que c'est pas forcément un exercice facile pour un avocat, en l'occurrence une avocate. Vous êtes plutôt Darmanin ou Dupond-Moretti? Dupond-Moretti. Vous êtes plutôt Paris ou Bobigny? Bobigny. Parler ou se taire? Parler. Si vous deviez juste donner votre avis sur les prisons de haute sécurité, oui, non? Non. Est-ce qu'il y a un message à un confrère que vous souhaiteriez passer? Ne jamais rien lâcher. Toujours croire au lendemain. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Le meilleur est à venir. Eh ben, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup, Clarisse Serre. Merci beaucoup à vous.